Je vais voir le patient en soins intensifs. Il était blessé, il avait été amputé de la jambe. Et il était sous morphine, sous traitement, des traitements très lourds pour la douleur. Et je parle avec lui, je commence à lui expliquer un peu ce que les chirurgiens ont fait. Et là, le patient me regarde et il me dit « j'y retourne quand ?» Et là, il y a deux choses dans la tête qui passent. Je lui dis « ouf !» Alors vraiment, les traitements font un effet qu'il est vraiment dans un état un peu second. Ou alors, vraiment, les guiborim, ça existe, quoi. Ouri Ben Semoun, bonjour. Bonjour Cathy. 2 ans et demi d'Alia. C'est ça. C'est beaucoup, c'est peu? C'est beaucoup et peu à la fois. Au départ, moi, je ne devais pas faire mon Alia de suite. En tout cas, la date n'était pas programmée. J'ai rencontré une fille aussi qui habitait déjà en Israël. Bon, ça a été un peu le coup de foudre. Voilà. On a fait quelques mois un peu à distance jusqu'à qu'il y ait le Covid finalement et qu'elle rentre en France chez ses parents à Paris. Et comme moi, j'étais médecin, voilà, il y avait une facilité pour moi de plus de me déplacer par rapport aux autres personnes. Moi, j'étais à ce moment-là interne et responsable d'une unité Covid au niveau d'Arcachon. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, c'est ta femme? Aujourd'hui, c'est ma femme. Donc c'était le bon choix. Donc c'était le meilleur choix, oui. Alors, tu viens de Toulouse, tu as grandi, j'imagine, dans l'école juive, en tout cas, tu étais scolarisé dans l'école juive de Toulouse. Oui, je suis de Toulouse et je fais toutes mes études là-bas, Gan Rashi, Haute-Sahara Torah, la faculté. Et après, j'ai fait mon internat à Bordeaux. Toulouse, c'est beaucoup trop de cicatrices, c'est beaucoup trop de problèmes. Toulouse a changé dans les 15 dernières années, la communauté de Toulouse a changé, bien qu'elle reste forte et très très active. Voilà, moi, personnellement, je ne me voyais pas rester à Toulouse. J'avais peut-être des envies d'ailleurs. Sans parler d'Israël, j'aurais très bien pu vivre au Canada, comme aux États-Unis, comme à Nice ou à Marseille. Il n'y avait pas de destination à proprement parler, mais il y avait une envie, oui, de quitter Toulouse au plus vite en tout cas. Quand tu dis Toulouse a changé, ça veut dire quoi? C'est suite à l'attentat dans l'école Haute-Sahara Torah? C'est pas suite à l'attentat, je pense que Toulouse a changé depuis un bon nombre d'années et que moi je me reconnais plus dans cette ville. Je me voyais pas fonder une famille dans cette ville, je me voyais pas reprendre la patientèle de mon père qui est lui aussi médecin. Voilà, je me voyais pas en fait marcher dans les pas de mes parents dans cette ville dans laquelle j'ai vu des choses qui me plaisaient pas forcément, j'ai vécu des choses qui me plaisaient pas forcément. Il y a eu l'attentat à Haute-Sahara Torah, cette partie-là qui était quand même un gros chapitre de ma vie personnelle et qui a touché ma famille et la communauté en elle-même, vraiment en son cœur, parce que c'est là où Haute-Sahara Torah, ça reste quand même le seul collège et lycée juif de la région. C'est quand même une ambiance très familiale, tout le monde connaît tout le monde, on se voit dans les yeux de tout le monde. Donc oui, ça a été, je pense, un traumatisme un peu pour tout le monde. Et la ville en soi a changé. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Je ne voyais pas mes enfants prendre le métro, aller au bus seul ou même sortir dans un bar. Alors, Israël est venu rapidement parce qu'il n'y avait pas tellement de choix, puisqu'elle est rentrée en Israël. Tu avais un programme pour ton Alia, tu pensais faire tes équivalences tout de suite, faire l'armée, c'était quoi le plan? Alors, le plan, il était très flou. Parce que j'entendais des sons de cloche différents de plein de gens. Il y en a qui me disaient l'équivalent c'est très simple, il y en a qui me disaient l'équivalent c'est compliqué, il y en a qui me disaient tu dois faire l'armée, d'autres qui me disaient non, c'est pas obligatoire. Donc finalement, je me suis rapproché d'une amie de mes parents qui s'appelle Jacqueline Lévy, qui travaille au Keren Aïdidout. Et donc j'ai pu faire mon Alia du coup avec elle. Elle m'a aidé pour faire organiser les papiers par rapport à l'agence juive et plein de choses comme ça. Donc je suis parti voilà, le 4 janvier 2021 et direction Israël et en plein Corona. Donc au départ j'ai fait mon Ulpan Etzion à Yerushalayim en Zoom, ce qui était un enfer. Parce que moi qui ne suis pas du tout scolaire, déjà en classe je suis quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour être cadré. Donc si on me dit les cours sont en Zoom, bon, c'était très compliqué. T'étais pas sérieux? J'étais pas sérieux, je faisais pas mes devoirs. Et puis quand on a fait un internat à l'étude de médecine, on n'a pas envie non plus de faire ses devoirs le soir. Bon, alors l'hébreu, ça marche pas, ça rentre pas en tout cas au bout de 4 mois. Ouais, bien que Haute-Sahara Torah, j'avais un niveau LV2. Mais bon, j'avais pas eu d'hébreu depuis 9 ans, c'était compliqué. Donc, je suis renseigné sur le cursus, comment faire les papiers, médecine, équivalence.
Finalement, on m'a dit que je devais faire l'armée. C'était obligatoire, mais j'aurais pu pousser et dire je demande un PTOR et je fais pas l'armée et on n'en parle plus. Et au final, j'en ai discuté avec ma femme, on a dit bon, on va le faire. Donc, parce que c'est quand même, on va le faire, c'est pas anodin, c'est vraiment on va le faire ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices par rapport à l'armée. J'ai commencé l'armée 4 jours après mon mariage. Donc en plein fin de Sheva Brachot, je suis parti à l'armée. Donc j'ai fait 1 mois de tironout dans une base à Nitsanim où je dormais là-bas toute la semaine. Donc je voyais pas ma femme. Il fallait dormir avec des enfants de 18 ans qui voilà, ont des problématiques de gosses de 18 ans, quoi. C'est dur parce que ça vous met une grosse claque. Honnêtement, c'est une grosse claque parce que d'un coup, il faut être un soldat, il faut se mettre à la place d'un soldat de 18 ans avec une Mefakedet qui en a 19 et vous en avez 29. Donc il y a 10 ans d'écart. On se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ouais, vraiment. On dort dans une tente pendant 1 mois. Bon, moi, c'est pas ça qui m'a dérangé parce que j'ai fait les EI quand même pendant presque toute ma vie, donc ça m'a pas dérangé. Mais bon, voilà, à 30 ans, on se dit pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour finir dans une tente au milieu à 30 minutes de Gaza alors que j'ai des copains qui sont médecins, qui ont une maison à Bordeaux, une maison à Toulouse. Je me suis dit à quoi bon au final? Et après, voilà, je me suis dit bon, Uri, fais-le, prends-le comme une expérience. Et au final, je me suis dit allez, vas-y à fond. Peut-être qu'au fond de toi, tu en as un peu aussi rêvé de faire l'armée, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, moi, mon père, il m'a donné un ultimatum. Il m'avait dit, si tu ne réussis pas médecine, tu pars en Israël faire l'armée. Donc, tu as 2 possibilités. Donc, au final, j'ai fait les 2. J'ai fait mes tironout 1 mois, et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un cours de Katin Refoui. Donc, pendant 2 mois et demi, on se retrouve à apprendre à tirer avec une arme, à devoir soigner des blessés sur un champ de bataille, à devoir faire des procédures d'intubation dans des zones à risque. Voilà, on apprend tout ça. Donc on passe un diplôme qui est reconnu internationalement, qui s'appelle le MTLS. Et donc à la suite de ces 2 mois et demi, et avec vraiment un examen théorique et pratique. Et à la suite de ça, en fait, ils ont des demandes à l'armée. Donc par exemple, ils ont une demande dans une base X ou Y. Donc en fonction du pool qu'ils ont de médecins, ils vont en choisir un là. Ils vont dispatcher en fonction de leurs besoins et en fonction aussi du profil du médecin. Ils me disent, regarde, toi, tu es médecin généraliste, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être Rofé Anshekeva. Donc, médecin de soldats en carrière. Donc, j'avais des patients entre 19 et 68 ans et qui avaient des pathologies X ou Y, comme du diabète, comme des cancers, comme des hypertensions artérielles. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, ça reprenait la médecine générale que j'aime. En même temps, tu as connu toutes sortes de gens que tu n'aurais jamais approchés. Exactement. Ouais, des gens très haut gradés, de l'armée israélienne. J'ai été quand même officier, donc j'étais Katin Segen, qui n'est pas rien pour moi. J'étais très content. J'étais avec un Madim toute la journée, tenue de l'armée. C'était une fierté pour mes parents, pour mes grands-parents, pour moi-même, pour ma femme. Donc non, c'était une expérience qui était chouette à vivre parce que honnêtement, pas tout le monde ne fait ça. Pas tout le monde fait son alia, il débarque officier supérieur de l'armée israélienne, médecin de gens hyper reconnus qu'on voit dans les journaux et c'est quand même assez gratifiant. Si j'avais pas fait l'armée, j'aurais été déçu. Il y a une petite légitimité qui se fait après avoir fait l'armée. On se sent israélien 100%. On se dit, bon, j'ai fait tout le processus d'un Israélien classique, quoi. J'ai fait mes études, j'ai fait l'armée, je dois rien à personne. Et même pour mon exercice médical, le fait d'avoir fait l'armée, ça fait que je comprends les patients. Par exemple, pour des gens qui font des stress post-traumatiques après l'armée, je comprends ce qui s'est passé avant, je peux suivre le dossier, je peux suivre de la base du dossier jusqu'à la fin. Et j'ai tellement aimé l'armée que finalement j'ai gardé un pied à l'armée parce que le mardi, je travaille comme médecin à l'armée de l'air, Al-Mahim. Et je pense pas que je vais en sortir, honnêtement. Je me suis senti utile dans l'effort du pays. Pendant l'armée, parce qu'on ne va pas faire les choses trop simplement, tu as continué, en tout cas repris des études. Ouais. C'était obligatoire? C'était un choix? C'était quoi? Non, c'était obligatoire. Parce qu'en France, on fait 3 ans d'internat de médecine. En Israël, ils font 4 ans. Et comme j'étais un bébé docteur, ils m'ont dit donc tu dois faire l'armée et tu dois faire 2 semestres à l'université de Tel Aviv en tant qu'étudiant de médecine. Donc j'ai fait mes 2 semestres, j'ai passé mes examens en hébreu comme tout le monde et faire des études universitaires. Et comment on fait ça? Il faut s'y mettre. Voilà, un peu 1 heure là, un peu 2 heures là, on essaie de s'organiser. Heureusement, ma femme était là pour moi parce qu'elle parlait très bien hébreu
Et en plus, elle est infirmière. Donc disons que le système de santé, elle connaît bien. Donc disons qu'elle m'a vraiment facilité la tâche. Aujourd'hui, j'ai commencé comme Rofé Mishpacha à la Maccabi de Ramat Gan. Donc je travaille là-bas, voilà, je commence à m'installer progressivement. J'ai 20 heures là-bas où je travaille du coup en Atzmaï. Et à côté de ça, je fais aussi de la médecine en privé, de la médecine générale en privé pour les touristes, pour ceux qui en ont besoin. Il y a beaucoup de stéréotypes pour les Juifs de France concernant les médecins qui font leur alia. Alors à plusieurs niveaux, notamment qu'on gagne mal sa vie en Israël quand on est médecin. La médecine ici, elle est très différente de la France en termes d'organisation. Elle n'est pas du tout rémunérée pareil, elle n'est pas du tout faite pareil. Par exemple, si vous venez me voir un jour, par exemple, je vais être payé pour cette consultation, mais si vous venez 10 fois dans les 3 mois, je ne vais pas être payé. C'est-à-dire, je vais être payé qu'une seule fois tous les 3 mois pour un patient. Donc déjà, ça c'est différent et du coup, oui, la rémunération est différente. Mais je ne peux pas dire qu'elle soit vraiment plus basse qu'en France. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup ponctionné par rapport aux impôts, à l'URSSAF et à la CARMF. Donc si on s'organise bien, il n'y a pas de raison de mal gagner sa vie. Donc on peut très bien gagner sa vie en étant médecin. On peut très bien gagner sa vie en étant médecin en Israël. Même à l'armée, à l'armée, j'ai eu quand même un très beau salaire. Par rapport à l'armée, être médecin à l'armée quand vous venez de France, vous gagnez un très bon salaire. Et par rapport à la pratique de la médecine? Alors la pratique, elle est très différente. Parce que moi, j'aimais bien le côté en France d'être très libéré par rapport à mon activité. C'est-à-dire faire ce que je veux, prescrire ce que je veux, avoir un diagnostic sans demander l'avis de quelqu'un si j'étais sûr de moi. Ici en Israël, il faut beaucoup d'autorisation de médecins ou même par rapport à la structure en elle-même. Par exemple, si je veux prescrire un médicament spécial à un patient, je ne peux pas le faire sans que la Maccabi me donne une autorisation pour le faire. Par rapport à ça, c'est très différent. Mais ce que j'aime ici, c'est que le dossier patient est centralisé, il n'y a pas de perte d'informations. Ça n'existait pas en France. En France, vous pouvez avoir un patient, le récupérer et ne pas savoir qui c'est. Il peut vous dire ce qu'il veut de sa vie, mais vous ne saurez pas exactement si c'est vrai, quel traitement il a en chronique, quelle pathologie, quelles est les dernières prises de sang qu'il a eues. Honnêtement, il y a un bon suivi. Alors aujourd'hui, tu as déménagé déjà plusieurs fois depuis que tu arrives en Israël. Tu vis où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vis à Ra'anana. On a vécu 1 an avec ma femme à Jérusalem. Ensuite, on a décidé de déménager à Ra'anana parce que c'était une ville qui était plus en correspondance avec notre vie de tous les jours. Tel Aviv, c'était pas une option? Tel Aviv, non. Parce que pour moi, Tel Aviv, c'est le bruit, c'est les soirées, c'est les fêtes. C'est pas ce que je voulais. Pour moi, ça ne me plaisait pas. Et puis moi, je suis quelqu'un du sud de la France, donc j'aime quand même avoir un peu de silence. Je sors, mais avec des amis pour des occasions X ou Y. Je n'aime pas vivre dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passages, beaucoup de... Voilà, c'était pas ma version de la vie. Donc Ra'anana, ville tranquille, très Wisteria Lane. Donc voilà, très détendu. On a très vite sympathisé avec beaucoup d'amis. Moi, il y avait un ami que j'ai retrouvé, qui était avec moi au Tzara Torah, que j'ai retrouvé à Ra'anana. Donc je me suis un peu greffé à sa bande. Et au final, je me rends compte qu'on a à peu près les mêmes centres d'intérêt. Donc voilà, on sort ensemble, on fait du sport ensemble. Nos familles s'entendent très bien. Si vous êtes pratiquant, que vous aimez la vie simple, et que vous n'aimez pas le bruit et que vous avez passé le cap des soirées H24, c'est un très bon choix. À part tout ça, tu es aussi très actif sur Instagram. En fait, quand j'ai fait mon alia, je savais que je n'allais pas pratiquer pendant quelques mois et je me suis dit, bon, il y a 2 solutions. Soit je fais ça dans mes livres et j'essaie de garder un peu un axe de travail, soit alors je fais ce que j'aime et j'apprends aux gens. Donc je me suis dit, bon, alors ce qu'on va faire, on va ouvrir un compte Instagram et on va créer un compte de vulgarisation médicale. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'adore en fait, donner des tips aux gens. Est-ce que tu connais la maladie de la gifle? C'est une maladie qu'on appelle aussi 5e maladie ou érythème infectieux. Il s'agit d'une maladie virale qui va être dans la plupart des cas totalement bénigne et qui va être due au germe parvovirus B19. J'essaie de faire un contenu qui est lisible par tout le monde. Personnellement, ça me fait du bien de me dire que je peux aider d'abord. Parce que j'adore aider. Je considère que la médecine, ça ne se vend pas. C'est quelque chose qui s'offre à tout le monde et je considère que tout le monde doit apprendre un peu de médecine dans sa vie. Et après, on se prend en jeu. On se dit pourquoi ça ne monte pas plus le nombre de followers? Pourquoi les gens ils likent pas plus? Bon, après, ça fait partie du jeu. C'est un peu d'orgueil. Mais bon, après, ça passe. Parfois, j'ai envie d'arrêter. Parce que je me dis, bon, finalement, est-ce que j'intéresse vraiment beaucoup de monde? Est-ce que les gens, ils aiment?
Est-ce qu'il y a un public? Bon, en tout cas, il y a des vidéos très sympathiques et très intéressantes. C'est bon, on apprend plein de choses. Si tu avais un petit conseil à donner à d'autres? Alors, il faut venir en étant préparé. Ne pas se dire que le pays va vous donner quelque chose, parce que c'est faux. Le pays, il est là pour vous aider. Il va vous aider 1000 fois, il va vous sourire des milliards de fois. Mais il faut venir en étant préparé, en se disant comme quoi, parfois, il faut repartir à zéro. Et parfois, c'est ce qui fait aussi le charme de faire son alia, parce que possiblement, on a pensé à faire une alia qui est différente, mais au final, on se retrouve dans une situation qui est totalement différente à laquelle on avait pensé. Et il ne faut pas que ça nous refroidisse par rapport à tout ça. Donc je pense qu'il faut venir préparer, mais préparer à se dire qu'il va y avoir des changements dans notre vie et que ces changements, ils vont peut-être être pour le bien. Si je te demande quel est ton moment depuis que tu as mis le pied en Israël? C'est là à Tikva, en étant officier supérieur de l'armée israélienne et médecin. Ça, c'est quelque chose. On se dit que on est là pour le pays, on aide et on pense à ceux qui sont partis, à ceux qui ont fait que nous, on est là aujourd'hui pour pouvoir être sous le drapeau et saluer, voilà, d'être au garde à vous. Ouri Bensemoun, on se retrouve quelques mois après avoir enregistré ton Alia Story. On était obligé de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour toi depuis le 7 octobre. Au début, c'était un peu le bazar parce qu'ils ne savaient pas tellement comment dispatcher les gens. En fait, beaucoup de gens ont été appelés en Tsaf Shmoné, dont moi, mais sans savoir exactement où nous placer, quoi faire. Au début, on me dit d'être médecin Ramstein. Donc un médecin Ramstein, au départ, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Ramstein, c'est quoi en fait? C'est une unité qui existe que dans l'armée israélienne, qui va en fait être une unité qui va être basée dans tous les hôpitaux d'Israël et qui vont s'occuper exclusivement des Chayalim. Des blessés? Du début à la fin. Ça veut dire de l'arrivée, dès qu'ils traversent les portes de l'hôpital, jusqu'à leur sortie de l'hôpital. Ce n'est pas tellement une unité qui va être de traitement et de soins, mais plus une unité qui va être parallèle et qui va discuter des réunions avec les médecins, qui va faire un peu le lien entre la famille, le patient, entre le patient et l'armée. Donc moi, je me retrouve tous les matins avec une liste de 50 patients pour des blessures qui peuvent être très différentes. On peut aller de la blessure très chirurgicale avec des Chayalim qui se retrouvent avec une jambe en moins, un bras en moins, des commotions cérébrales, à la blessure psychologique du patient qui va être même hospitalisé pour une blessure psychologique. Sachant qu'on partait du principe, nous, en tant que médecins, que n'importe quel patient qui rentrait dans l'hôpital était aussi une blessure psychologique. On n'est pas dans la guerre en soi, mais on était dans le post-guerre et dans la guerre de l'après, finalement, avec des patients qui se retrouvent dans des situations que j'aurais jamais imaginées de ma vie. Des jeunes, des moins jeunes, des milouïm. C'est une situation dont j'ai pas été formé à la base. Hein. Comment tu as abordé ça? C'était difficile? Au début, c'est très particulier parce qu'en fait, on se retrouve parfois à recevoir le patient avant même que la famille soit au courant, avant même que l'armée soit au courant tout court. C'est-à-dire que nous, on est là, on est devant l'entrée des urgences, on sait qu'il va y avoir un patient, un patsoua milchama qui va venir à l'hôpital, et là, on se retrouve à devoir l'accueillir. Et là, on essaie d'abord de garder la face malgré ce qui puisse se passer, malgré ce qu'on voit. Et surtout, il faut avoir les bons mots. Parce que les mots de départ, c'est ce qui va un peu définir la prise en charge et surtout notre lien avec le personnel soignant, avec le patient. Et là, en fait, il y a toujours la question de savoir est-ce qu'on appelle maintenant la famille ou pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que même si le patient il parle à peine, est-ce qu'on prend le risque de donner le téléphone à sa mère et de lui dire dis-lui que ça va, dis-lui que tu es là, dis-lui que tu es à l'hôpital? Même si on ne sait pas s'il va faire dans les 5 minutes d'après. Qu'est-ce qui a été le plus beau pour toi dans ces moments d'horreur? Moi, je me rappelle de quelques situations où par exemple, je vais voir le patient en type Nimratz, donc en soins intensifs. Donc le patient, voilà, il était blessé, il avait été amputé de la jambe, et il était sous morphine, sous traitement, des traitements très lourds pour la douleur. Il était sous respiration avec un masque, avec beaucoup de litres d'oxygène. Et je me présente face à lui le matin et je parle avec lui, je commence à lui expliquer un peu ce que les chirurgiens ont fait, ce qu'on compte mettre en place avec l'équipe médicale. On parle tout de suite d'avenir, bien sûr. Ouais. Et là, le patient me regarde et il me dit j'y retourne quand? Et là, il y a deux choses dans la tête qui passent. Je lui dis ouf, alors vraiment, les traitements font un effet qu'il est
vraiment dans un état un peu second, ou alors vraiment les Giborim, ça existe, quoi. T'as vu un autre visage d'Israël? Ouais. Honnêtement, j'ai vu des jeunes que je pouvais croiser dans la rue et me dire, oh là là, c'est vraiment des petits jeunes là, qui sont insupportables. Mais en fait, avec le recul, c'est compliqué de dire ça parce que j'ai vu des gens que je pensais au niveau du faciès, du look et tout, où j'aurais pu leur donner une personnalité. Et en fait, je me dis que ces gens, jeunes ou pas jeunes, bah, ils sont là pour le pays, ils sont là pour nous. Ils ont une force et ils ont une volonté, ils ont une hargne qui, je pense, appartient qu'à notre peuple. Honnêtement, je pense c'est fou. C'est au-delà de l'entendement. Parfois, c'est au-delà de l'entendement. Et même les familles. Moi, j'étais persuadé, et j'en parlais à ma femme, je me suis dit, un jour, il y a une mère ou une femme de Khayal qui va me mettre une gifle. Pourquoi mon mari, là, il est hospitalisé? Pourquoi vous l'avez envoyé à la guerre? Pourquoi votre armée, elle a tué mon fils? Pourquoi votre armée, elle a coupé les jambes de mon fils? Et en fait, c'était presque l'inverse. On arrivait parfois dans des chambres d'hospitalisés. Et je me rappelle de cette mère qui nous... Et d'ailleurs, je suis très content parce que c'est un patient qui s'appelle Shiloh, et qui est sorti là il y a moins d'une semaine de Yechilov, et qui était là quand je suis arrivé moi. Et il a fait 5 mois entre l'hôpital, le shikoum, et je suis très content qu'il soit sorti parce que je me rappelle qu'avec cette mère, on a eu un bon relationnel parce que la première fois que je l'ai vu, alors que son patient était intubé, ventilé, elle nous a amené des gâteaux. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas le moment, quoi. Genre, on vient faire le débrief du matin avec les médecins de soins intensifs et sa mère nous amène des gâteaux. Il est surprenant, ce peuple? Il est déroutant. Il est plus que surprenant, il est déroutant. On se dit, est-ce qu'ils ont besoin de médecins, ces jeunes? Est-ce qu'ils ont besoin d'être soignés? Parce qu'en fait, au-delà de la blessure physique, après, parfois, hein, je dis pas tout le monde, attention, il y a beaucoup, et je pense qu'il y en a énormément en ce moment de blessures psychologiques, mais il y a une force de caractère qui est intrinsèque à ce peuple. Et qui nous laissait un peu, nous les médecins, nous la Tsevet Refoui, un peu... c'est dur, hein. C'est dur de voir des patients comme ça et de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après? Et parfois c'est très dur parce que parfois ça se passe mal. Il y a le côté où on a quelqu'un qui se bat et qui va avoir le sourire et qui va faire 5 mois d'hospitalisation et tout. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui va rentrer en post-trauma. Et ça c'est très dur. C'est très dur parce que le traitement, il est long. On sait qu'il est long. Et c'est des patients jeunes qui n'ont pas le temps, qui parfois se sont mariés à une semaine avant l'armée et qui laissent toute leur famille de côté, leur nouvelle femme. Et c'est hyper compliqué parce que le traitement, on sait qu'il va durer plusieurs années. C'est pas juste une plaie, une brûlure. C'est quelque chose qui est plus profond. Et on sait, par exemple, qu'un boom dans la rue, bah, ça peut les faire partir dans une dépression, dans une anxiété, dans une phase de stress aigu. Et ça, je pense que ça va nous suivre pendant au moins les 15 prochaines années. Tout le monde a son rôle. Tout le monde a son rôle et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et est-ce qu'on y arrive? Oui, on y arrive parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si nous, on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et ça, on l'a appris dans notre histoire, des Juifs de l'histoire, c'est qu'on a appris que personne ne se soucie de nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous soucier de nous. Et si nous, on ne fait pas les choses, personne ne le fera pour nous. Tu m'avais parlé avant le 7 octobre d'un moment qui te reste en mémoire, ton moment vraiment phare quand tu penses à ton alia. C'est quand tu avais reçu, voilà, tu avais entendu la tikva et que tu étais officier dans l'armée israélienne. Tu en as un autre depuis? Ouais, je pense que c'est les derniers, mes 3 mois de Milouim avec au shikoum, plus au shikoum. Après que les patients soient hospitalisés, ils rentrent au shikoum, c'est-à-dire c'est la réhabilitation des patients. Et c'est le shikoum en fait. Le shikoum, c'était que de la joie. Je rentrais au shikoum et j'étais content parce que je sortais de ma tournée des patients un peu lourds, de type Nimrat, de chirurgie orthopédique, de neurochirurgie, des choses comme ça. Et j'arrivais en shikoum et là je voyais tous les khayal que j'ai déjà vus hospitalisés. J'en voyais un à la PlayStation, un qui se remettait à mettre sa prothèse pour la première fois et qui pouvait remarcher. On lui redonnait la capacité d'être un homme presque à part entière. J'en voyais d'autres qui jouaient de la guitare, qui jouaient du piano, faisaient des blagues, on était là pour eux.
il y avait une ambiance vraiment de jeunesse comme ça, et vraiment ça c'était, je pense, de cette dernière année, c'est ça qui me restera. Parce que moi je me rappelle d'un passant, il a mis 1 mois et demi pour remarcher sur ses 2 jambes, et quand il a remarché, tout le Clat Cévennes a applaudi, quoi. Et c'était fou, c'était un jeune de 24 ans, particulier, c'est inoubliable. Je pense que j'ai cette sensibilité aussi parce que je les considère comme mes frères, et que de voir ça, j'ai l'impression de faire partie du combat, et qu'ils nous intègrent dans leur combat aussi à eux, face à la maladie, face à la réhabilitation, face à plein de choses. Tu as de l'espoir pour la suite? Ouais, il faut en avoir. Si avec notre hymne on n'a pas d'espoir, ça va être compliqué, hein. Non, j'en ai. Je pense que le chemin il va être long, mais qu'il vaut le coup, et on va espérer à des jours plus sympathiques.